Cette libération de cadre, évidemment sans rien dire, et notre groupe intervient sur le fond. D'abord parce que je voudrais dénoncer cette histoire de simulacre de participation citoyenne que vous nous avez montré. Il faut bien rappeler qu'il y a 22 personnes qui ont participé à vos ateliers. 3 d'entre eux ont participé à l'intégralité des 4 ateliers. Une autre personne qui devait intervenir m'a appelé pour me dire qu'elle n'intervenait pas, qu'elle ne venait pas, la refuser, parce qu'on voulait lui faire réciter ce que vous aviez en tête. Et d'ailleurs, je dois souligner que ceux qui se sont exprimés là ont également dénoncé, ils ont appelé, je crois, que le fait que ce qu'ils pouvaient exprimer était trop cadré. Donc, on imagine ce que ça signifie. Donc voilà déjà sur la forme. Sur le fond, c'est la 3e délibération de cadre en deux conseils municipaux. Celle-ci fait 227 pages avec les annexes. On pourrait paraphraser le dicton populaire. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Et vous, c'est moins on en fait, plus on en parle. Parce que votre note de synthèse introductive, elle décrit l'histoire de la culture de Grenoble qui a effectivement élevé la cité au rang de l'excellence nationale et internationale, qui est un héritage que vous avez passé, vous, à votre crible idéologique et que vous avez déconstruit comme tout le reste. Je ne recite pas Frédéric Martel, ça a été fait. Il a établi un bilan sans concession. Les témoignages de créateurs comme Joël Pomera ont été terrible pour vous, et vous pensez sérieusement que cette effroyable logomachie de 227 pages va faire oublier la brutalité de vos décisions sur la suppression de la subvention aux musiciens du Louvre, l'élimination des festivals, la baisse historique de la subvention à MC2, la première fois dans l'histoire de la ville qui a entraîné une baisse par cascade de 800 000 € à l'institution, la reprise en main des théâtres, avec l'élimination du collectif du tricycle, qui garantissait la liberté de toute programmation, et je confirme ce qui a été dit par l'intervenante précédente, à savoir Émile Chalas, que vous voulez absolument reprendre et influencer et diriger la culture, la mort du magasin pendant 2 ou 3 ans, l'abandon du nouveau musée de peinture, parce qu'effectivement, il attend des investissements, outre, comme l'a dit Brigitte Boer, la réduction des expositions et des moyens pour le faire. Face à ces décisions qui sont inscrites dans le marbre, face à ces faits, parce que ça, ce sont des faits, pas des fakes, on lit des déclarations qui évoquent, je cite, le développement des grandes figures de la musique. On supprime la subvention aux musiciens, mais on parle des grandes figures de la musique. Et même l'affirmation selon laquelle le mandat 14-20 a posé le socle d'une politique culturelle renouvelée, liberté de création, programmation, liberté de programmation. Au moment où vous reprenez en main cette programmation, fondée sur l'engagement aux côtés des acteurs et actrices, animés d'une démarche de transparence et d'exhaustivité, bref. Mais pourquoi d'ailleurs n'avez-vous pas gardé la précédente adjointe aux cultures? Si c'était si bien que ça, il fallait la conserver et lui demander de continuer. Je ne sais pas ce que j'ai bien compris que vous vouliez faire. Et puis vous citez l'engagement aux côtés des acteurs, mais encore, je regardais le compte-rendu de l'Union de quartier Village Olympique Vigny-Musset du 5 juillet, c'est pas vieux, qui écrit qu'elle n'a pas été informée de l'abandon du projet culturel installé à Prémol. Donc votre logorée verbale n'a aucun rapport avec la réalité. Je me demande si Mme Lheureux a lu la délibération qu'elle porte, car elle commence d'ailleurs par un long développement sur le patrimoine culturel. Brigitte Boer l'a évoqué, notamment la ville, je cite, la ville conserve, restaure et met en valeur les différents types de patrimoine, les patrimoines religieux, la collégiale Saint-André. Vous voulez la voir, la collégiale Saint-André? Moi j'adore présenter la réalité. La collégiale Saint-André, qui a 800 ans, elle va avoir 800 ans dans quelques années, voilà ce qu'il en est pour les patrimoines religieux que la ville conserve et restaure. Aucun crédit, rien. Alors que vous n'avez que 3 édifices cultuels à Grenoble importants, Saint-André, Saint-Bruno et Saint-Louis. C'est peu pour une ville, parce que les grandes villes en général, malheureusement, beaucoup de ce patrimoine, et vous ne le faites pas. Je remontre ce qui se passe actuellement à Saint-Louis, c'est-à-dire les arbres qui poussent
sur le clocher et qui donc sont en train d'abîmer fortement cet édifice, parce qu'évidemment ça crée des fentes dans lesquelles l'eau s'infiltre. Voilà la situation du patrimoine dont vous faites une priorité. Voilà ce qu'il en est. Dans sa question, Émilie Chalas a évoqué tout à l'heure la Villa Kaminsky. C'est un patrimoine remarquable qui appartient à la ville, que vous laissez aux squatteurs. Moi, j'ajoute à son témoignage les images, parce que je ne sais pas si tous les Grenoblois ne passent pas toujours devant le 106. Voilà le patrimoine remarquable de Grenoble, qui est en ce moment sauvegardé par l'adjointe à la culture. Voilà l'intérieur, c'est-à-dire la cour. Voilà ce qu'il en est. Votre rapport indique que vous protégez les œuvres d'art. Je vous présente ce qui se passe Parc Paul Mistral pour les œuvres d'art. Il faut quand même, j'aime bien que dans ce conseil, le réel pénètre, qui vienne là, par rapport à ce que vous racontez, parce que, pardon, mais c'est ce que vous racontez. Hein, et je voudrais ensuite révéler un double scandale. Scandale double. Et qui concerne le musée de la place de Verdun. Le premier des scandales, c'est que cet édifice est en danger. Chaque année qui passe depuis 27 ans renchérit le coût de son sauvetage. Il est une tour Perret en sursis. Achevé en 1872, il aura exactement 150 ans en 2022, et je ne pense pas que vous allez fêter son anniversaire, vous, les champions du patrimoine. Et le second scandale, c'est que vous avez commandé un rapport sur son état, qui vous a été remis en octobre 2020. Ce rapport décrit la décrépitude de l'édifice, en particulier les dangers des infiltrations d'eau, qui sont catastrophiques. Le document évalue entre 18 et 20 millions d'euros la restauration et le réaménagement, mais pour les seules urgences, pour la mise hors d'eau des menuiseries et l'intérieur, il faut 10 millions d'euros. Eh bien, ma question aux as du patrimoine qui ont obtenu le label Ville d'art et d'histoire, parce que là, je reconnais que pour les labels, vous êtes champion. Là-dessus, je ne conteste pas la force de la majorité municipale. Il faut reconnaître ce qu'il faut reconnaître. Mais je vous dis, pourquoi n'avoir rien fait? Mais surtout, monsieur le maire, pourquoi avoir caché ce rapport au conseil municipal et aux Grenoblois? Quand j'ai appris son existence cette année, je vous ai écrit pendant plusieurs mois pour vous demander sa communication et vous avez toujours refusé de me le communiquer. Comment avons-nous pu voter des budgets en ignorant ce fait? Comment avez-vous pu continuer avec vos observatoires du temps présent, vos WC de ci et de là, vos b-box devenus des nouvelles friches urbaines, pendant que vous cachiez qu'il y avait des besoins urgents pour le patrimoine grenoblois? Et je voudrais dire, pour bien comprendre le fonctionnement clanique et opaque de cette municipalité qui évoque la transparence, je signale aux Grenoblois que j'ai saisi officiellement la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, qui a contraint Éric Piolle à me remettre ce document la semaine dernière. Sans la CADA, le conseil municipal, les Grenoblois ignoreraient ce qu'il en est et nous goberions le lénifiant rapport cadre de l'adjointe à la culture qui explique son grand effort pour le patrimoine. Et j'informe les présidents de groupe, parce que je ne suis pas certain que même dans la majorité municipale, tout le monde ait eu connaissance de ce rapport, parce que je pense en vérité que si l'adjoint aux finances l'avait connu, il l'aurait communiqué à la commission des finances, enfin j'espère. Et donc j'adresse à cet instant à la presse et aux présidents de tous les groupes le lien avec le rapport, parce qu'il est très épais, je ne vais pas évidemment le tirer en version papier, de façon à ce que chacun puisse en prendre connaissance. Parce que c'est un rapport très important qui montre que le rapport cadre sur la politique culturelle repose sur des faux. Vous n'êtes pas crédible et je voudrais dire que vous êtes inquiétant sur l'encadrement de la création culturelle que vous voulez poursuivre.
parce que les mots d'universalisme et d'université prolifèrent avec l'usage pléthorique de périphrases qui, au contraire, caractérisent un sens opposé, ce qui n'est pas surprenant pour une adjointe au maire et une municipalité qui ont soutenu le Burkini et les mois des coloniaux. Nous sommes inquiets, nous, de ces normes et de cet encadrement que vous mettez en place, qui vont accorder des bonus aux créations culturelles qui vous conviennent. Car il est évident que vous êtes les seuls à définir les critères d'égalité et de responsabilité qui vous donnent la capacité d'intervenir sur le contenu. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. La création culturelle libre vous fait peur, vous voulez la domestiquer, elle doit être au service de votre idéologie sous des prétextes divers que vous énumérez, vous voulez peser lourdement sur la création et de ce fait, vous êtes un éteignoir. L'expérience du magasin, c'est un bon exemple, c'est un très très bon exemple, parce que là vous avez pu aller au bout de votre idéologie avec un centre d'art contemporain sans œuvre, qui refusait des expositions parce qu'elles émanaient d'hommes blancs, qui organisait des réunions racisées ou par genre, des séances de lévitation, eh bien elles vous permettent de mesurer le résultat. Plus de public, plus de créateurs, fermeture, plus personne. Pourtant, le projet allait bien au fond de ce que vous poursuivez encore aujourd'hui en confondant la création culturelle et l'école. Non, et je voudrais terminer par là parce que c'est vraiment l'identité de la ville en matière culturelle, c'est la création, l'imaginaire, les horizons des artistes ne se canalisent pas dans votre grille, même votre grille des transitions. Vous ne pouvez pas leur imposer votre lecture de la société et de ses enjeux, car ils sont et ils vont plus haut et plus loin que ces enjeux-là. C'est leur génie. Quand on va au spectacle qui nous émeut, qui nous fait trembler, qui nous fait vibrer, qui bouleverse la société dans un sens que vous n'avez pas à définir préalablement, que vous ne pouvez pas, heureusement, définir préalablement. Seules les sociétés totalitaires ont encadré la culture en lui intimant une obligation d'accompagner les thèses dominantes pour limiter la culture à un rôle d'accompagnement du pouvoir. Le pouvoir jugeant si les œuvres entrent bien dans le cadre de l'avenir selon lui. L'excellence nationale et internationale de Grenoble, elle reposait sur ce fantastique terreau de création qui a été égrené par tant de grands noms, depuis Lavaudan, Garcia Valdés, tous ceux qui se sont succédés, Galota. C'est extraordinaire. Ce terreau grenoblois est une merveille, est un bijou, mais c'est un terreau de création dans la liberté totale, sans laquelle il n'existe pas ce terreau. Ce que vous décrivez là, ce que cette délibération verbeuse, bureaucratique, de 270 pages, déjà en soi, ça montre ce que vous êtes. Ce qu'elle décrit, c'est une vision idéologique, une méthode bureaucratique qui veulent étouffer cette liberté. Vous n'y réussirez pas, bien sûr, parce que les créateurs sont en capacité de résister, mais par contre, vous faites perdre à la ville du temps, de l'espace, de la liberté, de la création, de la diversité. Et cela, ce n'est pas pardonnable. Bravo. Bravo. Il n'y a plus de demande d'intervention.